Voilà, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Avant de commencer, je voudrais m'assurer qu'on m'entende bien. Vous pouvez vous servir du chat sur la droite de votre écran pour mettre un petit message. Je n'en ai pas de votre part. Vous Bonsoir Aline. m'entendez? Bonsoir Nicolas. Voilà, alors on me dit que c'est OK. Allez, bonjour de Haute-Savoie, bonjour la Haute-Savoie, merci à tous. On va essayer de ne pas perdre de temps, je vous prie de nous excuser pour les derniers settings qu'on a dû mettre en place avant de démarrer. Donc là, un petit peu en retard ce soir. Alors ce soir, on est tous réunis et super contents de vous recevoir avec nous pour notre premier webinaire de lecture de bilan. Alors avec nous ce soir, Jean-Yves Henry. Allô? Oui. Allô, allô. Alors, on a avec nous Jean-Yves Henry, qu'on ne voit pas, mais on l'entend. Alors, on a un petit problème de son. Est-ce que vous entendez bien Jean-Yves? Est-ce que Jean-Yves, vous pouvez vous manifester au public? Voilà, je suis content de retrouver tout le monde ce soir pour la lecture pratique de quelques bilans et pour essayer de répondre à vos questions. Voilà, tout à fait. Donc, Docteur Henry nous a préparé un petit PowerPoint pour présenter quelques cas cliniques. Mais ce soir, on avait la volonté de pouvoir vous accompagner vraiment à travers toutes les questions que vous pourrez rencontrer au gré de vos consultations, à travers les bilans de vos patients. Alors, vous avez sans doute eu parfois des questions d'interprétation de certains bilans, des problèmes peut-être. Et c'est justement ce soir qu'on aimerait vraiment pouvoir répondre à ces questions avec vous. Donc, utilisez bien le chat sur votre droite. Je vais recueillir toutes les questions, d'accord, et les proposer à Jean-Yves au fur et à mesure de ce webinaire. Donc, mettez-vous bien en condition professionnelle, en fait, comme si vous étiez derrière votre bureau en consultation. Remémorez-vous bien toutes les questions qui ont pu intervenir au gré de vos consultations. Et envoyez-nous tout ça. On va essayer d'y répondre le plus clairement possible en espérant qu'on ait le temps de brosser le plus large éventail de questions. Voilà, alors merci Jean-Yves de commencer si vous voulez bien nous présenter quelques cas cliniques. Je me permets juste de prendre la parole avant que Jean-Yves Oui, commence sa pardon. présentation. On a prévu aussi, si le temps nous permet, que vous puissiez nous envoyer les bilans que vous avez entre les mains par C'est ça. email, par PDF à l'adresse contact@mybiobox.com. Et alors, je me chargerai d'anonymiser ces bilans, ne vous inquiétez pas, et puis donc de les afficher à l'écran pour qu'on puisse tous les voir et puis entendre les commentaires de Jean-Yves sur vos bilans. Voilà, la parenthèse est fermée. C'est ça. Merci beaucoup Nicolas d'avoir repris, ça m'était presque échappé. Voilà, donc je reprends encore une fois pour ceux qui intègrent peut-être le webinaire à l'instant même. N'hésitez pas à nous envoyer sur le mail contact@mybiobox.com les bilans sur lesquels vous auriez eu d'éventuels problèmes ou pour lesquels vous souhaitez une interprétation de Dr Henry. Donc ne vous en faites pas, le bilan sera anonymé avant d'être partagé sur l'écran général. Voilà, merci. On vous écoute, Jean-Yves. Et merci Aline. Alors voilà, donc d'abord un rappel de petites précautions pratiques. Vous savez que les BNS sont constitués d'un ensemble de 3 types d'informations qui sont obtenues à partir des sérums que vous nous adressez. Veillez à ce que ce sérum soit en quantité suffisante. Il faut 2 cc, 2 centicubes pour un BNS 12 et 3 centicubes pour un BNS 24 et limpide. Si les sérums sont rouges, c'est-à-dire hémolysés, on ne peut pas faire l'analyse correctement. Donc pour ce faire, pensez à laisser décanter au moins 12 heures, tube ouvert si possible. Et paradoxalement, l'envoi en chronopost, qui est très coûteux, ne va pas du tout accélérer le traitement des résultats. Prenez le temps d'expliquer aux patients ce que vous voulez, ou alors déléguer la prise de sang et le transport à un laboratoire ami si vous en avez un. Le BNS, donc le principe de l'analyse, le BNS explore par une série de dosages et de tests de provocation, qui sont des contraintes calibrées, réalisées dans les conditions du vivant, la chaîne des régulations de notre physiologie. Ça, c'est très important parce que la chimie classique est une chimie qui se fait de façon sèche et on ne voit pas du tout la dynamique des réactions. Donc, les fonctions du corps sont interdépendantes et hiérarchisées. Donc, on va être obligé, à chaque fois qu'on aura un paramètre qui divergera, de l'interpréter les unes par rapport aux autres. Donc, un test n'a pas qu'une seule interprétation.
Donc, il faudra qu'on fasse d'abord une vision d'ensemble pour essayer de comprendre quelle est la réelle signification de ce test. Les variations observées ont pour cause, bien sûr, d'un côté, la fragilité de notre génome. Celui-ci ne change pas. C'est le cas, par exemple, du HLA, le Human Leukocyte Antigène, qui est notre plaque d'immatriculation pour les défenses. Et bien sûr, également, les variations dépendent de la somme des contraintes de notre environnement, des contraintes alimentaires, microbiennes, psychosensorielles, etc. Et c'est en intégrant l'ensemble de ces vecteurs que le programme informatique mettra en évidence les secteurs de fragilité à la base des symptômes, parfois complexes, pour lesquels le patient consulte. Alors, je vous ai fait un petit schéma très simple. D'un côté, vous avez l'ADN. De l'autre côté, vous avez les contraintes de l'environnement. Et puis, entre les deux, vous avez les protéines. Et ces protéines, elles ont un aspect quantitatif. Quelles protéines? Quelle famille de protéines? Et puis, un aspect qualitatif. Quels sont les sites actifs de ces protéines? Vous voyez, vous avez un petit résumé de la philosophie des tests. Donc, principe de lecture, je te rappelle, on va observer d'abord les structures. Quelles sont les familles, de tests, de protéines. Ensuite, quelles sont les contraintes qui s'exercent sur les tissus? C'est les oglobulines qui vont mesurer les stress oxydatifs, donc la souffrance tissulaire. Et puis ensuite, les fonctions, ça va être les tests de réactivité. Il y en a 6 pour le BNS12, il y en a 11 pour le BNS24. Et tous ces tests vont nous donner un aperçu des régulations organiques, parce que vous savez que toutes les régulations organiques sont thermostatées. Enfin, on va vérifier la situation d'ensemble grâce aux paramètres calculés, le coefficient de stabilité biologique et le coefficient de vieillissement vasculaire. Ça, c'est le bref rappel du webinaire précédent. Bien sûr, toutes ces données seront à comparer avec les données cliniques. Vous avez tous eu la fiche des BNS, qui est une fiche qui classe les symptômes en fonction des pôles organiques. Ça, c'est très pratique, c'est très didactique. Et puis, ne pas oublier, bien sûr, la qualité de l'interprétation que l'on vous fournira dépend de la précision des renseignements transmis. Écrivez lisiblement. Moi, j'ai cliqué pour Aline. N'oubliez pas votre tampon professionnel, bien marqué l'âge, le poids, la taille, ainsi que le motif de la consultation si possible, et puis toujours, bien sûr, le règlement, ce qui permettra d'accélérer le traitement des résultats. Pour le BNS24, évidemment, ça c'est plutôt un test pour les praticiens homéopathes. Donc, on a rajouté un certain nombre de tests de remèdes qui vont permettre de choisir dans les familles de remèdes homéopathiques quelles sont celles qui peuvent être utilisées. Évidemment, là, vous lirez sur le site médecine-intégrée.com tout le cours d'homéopathie diathésique qui vous explique les relations entre les familles de remèdes et entre les organes et comment celles-ci vont gérer la sécheresse, la spasticité, les crampes, l'acidité, la congestion, etc. Ce qui est intéressant aussi avec le BNS, c'est qu'on va évaluer la rapidité d'évolution de la situation. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai une phrase que je répète tout le temps, c'est que le malade a une histoire. Donc le malade, il vient avec un tableau clinique, mais ce tableau clinique, il n'est pas arrivé comme ça. Donc il y a un depuis que. Et puis, il y a des événements antérieurs, il y a un certain nombre de thérapeutiques qui ont eu lieu, il y a eu des aggravations, il y a eu des améliorations. Il faut vraiment refaire l'historique du cas, en sachant que cet historique, il se fait par séquences. D'abord, des séquences qui sont essentiellement des épisodes de stagnation-inflammation, c'est ce qu'on appelle la chaleur en médecine chinoise. Ensuite, vous avez des phénomènes de blocage, soit avec engorgement lymphoïde, et soit avec, au contraire, des phénomènes de blocage par acidité. Et puis enfin, vous avez des lésions d'organes. Et là, en effet, on va voir le camembert des régulations se déplacer plutôt vers l'axe Rinker et vers des maladies graves avec lésions d'organes. Alors, je vais aller un petit peu plus vite quand même.
parce qu'on a vu tout ça déjà. L'aspect de sécheresse. Alors, il y a quand même un moment qui est intéressant à voir sur les bilans, c'est le moment où le patient va basculer dans la sécheresse, c'est-à-dire le moment où les albumines vont passer en négatif. Si les albumines passent en négatif, on n'est plus dans des dysfonctions simples. Là, on est dans des maladies vraies, dans des maladies organiques, et en général, la pathologie va évoluer et elle va en particulier se manifester par des douleurs chroniques. Et donc là, il y aura toute une procédure à mettre en œuvre pour essayer de comprendre quel est le mécanisme de cette douleur chronique et comment on va pouvoir la soulager. C'est ce qu'on appelle la neuralthérapie. Là aussi, pour ceux qui n'y connaissent rien, vous tapez le mot neuralthérapie sur médecineintégrée.com et puis vous lirez les chapitres correspondants, c'est intéressant. Voilà, ça c'est la lecture des globulines dans le BNS 24. On va passer, parce que ça c'est déjà pour les plus avancés. Alors voilà, un cas très rare, c'est un BNS normal. Hein, c'est-à-dire que tout est à zéro quasiment. Et ça, c'est très très rare. Généralement, on a tous tout un tas de dérèglements. D'ailleurs, Aline, je n'ai pas encore vu passer ton BNS, ça serait intéressant d'en discuter. Moi, je suis curieux. Donc ça, c'est un monsieur qui vient sans plainte particulière. Hein. C'est un professeur de mathématiques en invalidité depuis 15 ans. Et en fait, quand on l'interroge, on se rend compte qu'il a des idées délirantes hypochondriaques. Donc, il est pensionné et il occupe sa vie à faire les marchés bio, à essayer de manger sainement et puis à méditer. Et puis, quand le moral n'est pas très bon, ben, il prend un avion et puis il va passer 3 semaines pour méditer dans le Hogar, en plein milieu du Sahara. Donc là, on peut dire qu'il n'a aucune contrainte, donc c'est parfait, il a un bilan super. Si ça donne des idées à quelques-uns, ça ne me dérange pas. Alors, voilà un autre type de bilan. Donc, vous voyez, il ressemble au premier, mais déjà, les paramètres sont un petit peu plus bas. Hein, les régulations sont plus basses. Et en particulier, on voit que les albumines sont quand même positives. Donc, on n'est pas dans des pathologies lourdes. Mais on a bêta et gamma basses. Et en particulier, les gamma basses, c'est assez typique d'un terrain allergique. Donc, les défenses lymphocytaires, bêta-gamma étant basses, eh bien, l'organisme ne va pas savoir comment se défendre contre tout un tas d'allergènes. Et vous voyez, là, c'est une dame qui souffre d'asthme depuis son adolescence. Elle a été testée positive à plein d'allergènes, chat, chien, chevaux, candida, etc. Et puis, elle souffrait aussi d'eczéma et de rhume des foins. Hein. Donc là, on a un bilan qui est assez... Alors, évidemment, en plus, il y a l'aspect négatif. Quand tous les paramètres sont négatifs, généralement, on est dans la chronicité. Les régulations sont froides, il y a peu d'évolution, on est dans la chronicité. Donc, c'est quelqu'un qui souffre depuis longtemps et on voit bien que ses défenses immunitaires sont au repos et donc elle développe des allergies. Alors ça, c'est un petit schéma qui est très intéressant, que je développerai si vous voulez après. Il faut retenir en fait que le foie a un rôle central dans les régulations inflammatoires. Et entre autres, ce rôle central, il se développe par la possibilité d'arrêter les inflammations chroniques. Et donc, vous verrez, au cours des lectures, je vous remettrai toujours le foie en avant, parce que ce foie, c'est lui qui va désarmer les inflammations chroniques, et donc toutes les pathologies chroniques, que ce soit des phénomènes d'acidose, des phénomènes d'auto-immunité, et même des cancers, on va être amené à stimuler le foie, et la plupart d'entre vous, d'ailleurs, le savez, les gens qui ont une pathologie chronique du foie, il y a beaucoup d'autres choses qui ne vont pas. Voilà un autre. Alors voilà, ça c'est très intéressant. C'est un cas de burn-out. Ça, c'est mon bilan d'il y a 10 ans. Donc vous voyez que j'ai une insuffisance hépatique qui est assez importante, avec le paramètre bêta qui est négatif. J'ai les albumines qui sont hautes, c'est-à-dire c'est pas organique, mais par contre, je sécrète beaucoup de cortisol. Et donc, ce cortisol a augmenté mon osmolarité. Et donc, je me mets la pression tout le temps. Vous voyez, ça, c'est assez typique. Et puis surtout, il y a un paramètre qui est très élevé, qui est l'arsenic. L'arsenic, c'est la difficulté à se détendre. Donc, vous voyez, on peut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas très, très bien. En plus, les globulines bêta sont élevées. C'est très lié à l'anxiété. Donc là, j'étais dans une situation de surchauffe psychologique tout à fait nette.
Donc, quand j'ai vu le bilan, je me suis octroyé des vacances. Après, ça a été mieux. Là aussi, je peux vous le conseiller. Alors voilà un sujet que je voulais approfondir avec vous, qui est intéressant, qui est très à la mode, c'est la fibromyalgie. Alors la fibromyalgie, c'est en médecine chinoise, on connaît bien ça, c'est ce qu'on appelle un yang apparent tendinomusculaire. C'est-à-dire que le foie qui contrôle le tendinomusculaire, tout d'un coup, il ne contrôle plus. Et s'il ne contrôle plus, eh bien, autrement dit, le moindre mouvement va déclencher des douleurs. C'est le principe de la fibromyalgie. Et évidemment, s'il ne contrôle plus, c'est parce qu'il est lésé, et en particulier sa structure est lésée, mais sa structure, elle est fournie par le rein. Et en fait, c'est des patients qui ont un fond dépressif. Et d'ailleurs, c'est assez classique de donner des antidépresseurs aux fibromyalgie. Alors, il va falloir traiter, bien sûr, cet aspect spastique du foie. Il va falloir traiter le rein. Et puis là, il faut se poser la question, mais pourquoi le rein est malade? Et alors là, il y a deux cas de figure. Soit parce que le poumon lui-même est malade, c'est des patients fatigués, c'est des patients insécurisés, généralement spasmophiles, ou soit parce que c'est un patient qui a des soucis, qui rumine, et donc les deux joints vont perturber le rein, qui va perturber le foie. Oui, c'est une espèce de billard à trois bandes, cette maladie, et c'est pour ça qu'elle est difficile à soigner. Alors évidemment, on en voit, il y a des gens qui viennent nous voir, voilà, ça c'est le cas d'une jeune hongroise, harpiste virtuose, qui fait une fibromyalgie. Alors évidemment, c'est dramatique pour elle, parce qu'elle ne peut plus jouer. Donc, elle présente donc la fibromyalgie et la dépression. Et puis, on se rend compte qu'elle a un foie extrêmement insuffisant, vous voyez, et puis qu'elle a cet aspect d'albumine basse, alpha élevé, cet aspect d'acidose, d'inflammation tendinomusculaire sur une sécheresse. Et puis également, les alpha-2 sont basses, elle est très fatiguée. Alors, quand on regarde les oglobulines, il n'y a pas vraiment de stress oxydatif, donc on n'est pas dans une lésion tissulaire évolutive, c'est une pathologie chronique. Et quand on regarde tous les tests, on se rend compte que c'est un petit peu élevé, mais il n'y a pas de test qui domine vraiment. Il n'y a que le paramètre carbo qui est bas, et ce paramètre carbo est tout à fait caractéristique d'une dépression nerveuse. Alors, l'ordinateur a choisi le calendula, le souci, qui est un remède de cicatrisation, et en particulier de cicatrisation nerveuse. Et puis le grand remède, qui est le remède de la fibromyalgie, qui est Brassica napus oleifera, la teinture de colza, qui, dans les 3-4 mois qu'on suivi, a guéri ce cas. Voilà un autre cas de fibromyalgie, un petit peu différent, vous voyez. Il y a beaucoup moins d'acidose, il n'y a pratiquement pas de sécheresse. Par contre, on voit que le foie est bas. Et puis, il y a un seul paramètre qui est élevé, c'est le magnésium qui signe les douleurs chroniques. Voilà. Et là, il y a eu là aussi deux causes. Il y a une virose mal étiquetée, ça c'est rate, et une séparation conjugale, ça c'est poumon, vous voyez. Donc, les deux causes lointaines de la fibromyalgie ont suffi à déclencher la dépression et puis le phénomène fibromyalgique. Je vais peut-être un peu vite pour vous, est-ce que ça va? Tu ne réponds pas, Aline. On n'a pas de retour de ce côté-là, donc je suppose que tout le monde suit. J'ai pas de questions qui arrivent encore. Vous allez un petit peu vite, selon Marianne. Un peu vite, bon. Un point, Jean-Yves, je me permets, vraiment, le son est vraiment faible. On a un petit souci technique, mais on va essayer de compenser ça par ton volume. Voilà, je vais parler plus fort. Et près du micro, s'il te plaît. Voilà un autre cas qui est très intéressant. C'est un cas d'algoneurodystrophie. Donc là aussi, c'est une maladie que l'allopathie ne sait pas soigner. Et c'est une maladie assez typique des phénomènes d'acidose. Et ce cas-là est un peu particulier parce que c'est ma mère. Et elle a fait une neuroalgodystropie du genou, vous voyez. Mais en fait, elle a une polyarthrite rhumatoïde. Et alors, on s'en doute, puisque les oglobulines gamma, vous voyez, sont très élevées. Et cela signe un état de stress oxydatif majeur. Donc, on voit qu'elle a le foie engorgé, elle a un vide de sang, et puis là aussi, elle a un paramètre arsenique qui est élevé,
Donc, c'est quelqu'un qui est méticuleux maniaque. En résumé, c'est une emmerdeuse. Vous ne le répéterez pas. Hein. Et puis là, c'est très intéressant. Donc, il y a eu deux plantes qui sont sorties qui étaient absolument magiques. C'est Eunothera bienis, l'onagre, qui est la grande plante des algoneurodystrophies et qui a, en quelques semaines, a nettoyé le phénomène neuroalgodystrophique. Et puis Symphytum, la consoude, qui est une grande plante cicatrisante des os et des cartilages et qui a eu un effet magique. Là aussi, en quelques mois, le problème a été réglé. Vous voyez, donc c'est intéressant parce que ce n'est pas un bilan qui est très, très perturbé fondamentalement, mais il y a une demi-douzaine de paramètres, vous voyez, bêta, E-gamma, arsenic, et là en plus carbo, hein, ça c'est aussi très lié à la tension nerveuse. Quand carbo est bas, c'est la dépression, quand carbo est élevé, c'est la tension nerveuse. Donc c'est des gens qui sont des nerveux, des tendus, des méticuleux maniaques, ce qui fait que c'est ma mère. Alors voilà un autre cas tout à fait différent. Donc c'est une dame qui vient avec une polyarthrite rhumatoïde. Alors là aussi, on voit l'aspect avec le gamma très élevé, vous voyez. Donc on a vraiment cet aspect typique du stress oxydatif. Hein. Donc elle a mal, c'est enflammé. Les articulations sont bloquées. Jean-Yves, Oui. est-ce que vous me permettez de vous couper un instant parce que pour revenir juste sur la slide précédente concernant le cas de votre maman, adorable. On a une question de Jean-Paul qui nous dit on a une PR peu évolutive et le gamma très élevé. Est-ce qu'il s'agirait d'une contradiction? Alors, il ne s'agit pas d'une contradiction parce qu'en fait, là, on a deux mécanismes inflammatoires. Hein. On a l'algoneurodystrophie et l'APR. Et alors, l'APR est peu évolutif parce que les gammas sont à 0. Tu vois, moins 0,39. L'APR serait évolutive, les gammas seraient très augmentés, elle aurait beaucoup d'anticorps. Tu vois, donc là, on voit que l'APR bouge peu, mais par contre, elle a quand même une souffrance tissulaire importante. D'accord, merci. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Jean-Paul? Bravo, merci beaucoup pour cette réponse, Jean-Yves. Voilà, il faut. Alors c'est intéressant, la méthode est intéressante à plein de niveaux, et entre autres parce qu'elle nous renvoie sur la physiologie. Donc ça va, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'immunologie ou la physiopathologie, ça va vous faire des progrès. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis également, ça va vous permettre de vous affiner dans l'utilisation des plantes, et vous verrez que quand une plante est bien choisie, elle a un effet magique. Je les aime toutes. Alors, donc, ce cas de polyarthrite rhumatoïde, alors là, tu vois, on voit les gamma recommencent à monter, et on a d'ailleurs cette hyper bêta gamma, tu vois, qui normalement, si elle n'était pas traitée au méthotrexate, serait énorme. Et le méthotrexate a décapité, en fait, cette inflammation chronique, hyper bêta gamma. D'accord. Mais donc, elle a une rechute inflammatoire. Alors, le méthotrexate bloque, mais il y a des choses qu'elle ne bloque pas. Et entre autres, elle ne bloque pas la sécheresse. Vous voyez, on voit les albumines qui sont effondrées. Et elle ne bloque pas le stress oxydatif. Et quand on regarde les tests fonctionnels, les tests de remède, on voit que le magnésium est très bas, donc c'est des douleurs chroniques. On voit que le cuivre est très élevé, elle a des crampes. Hein, et on voit différentes autres choses, mais on voit entre autres qu'elle est déprimée. Et on voit que le paramètre or est haut, et le paramètre or, c'est le métal qu'on utilisait autrefois, avant les années 60, pour traiter les polyarthrites. On faisait ce qu'on appelait de la chrysothérapie, on faisait des injections de sel d'or, et ça calmait les polyarthrites. Donc, vous voyez, c'est le remède en homéopathie, c'est un des grands remèdes en homéopathie de la polyarthrite rhumatoïde. Alors là, dans la polyarthrite rhumatoïde, comme dans la spondylarthrite ankylosante, on a une plante absolument magnifique qui s'appelle la vanille, hein, qui est une sorte d'ovaire végétal qui remet de l'eau dans les articulations et qui calme l'inflammation. Et là aussi, la vanille, pratiquement en quelques semaines, a changé l'évolution. Alors, on a du mal à avoir de la vanille en France actuellement, donc c'est pas très grave parce que vous pouvez la fabriquer vous-même avec un petit peu de rhum de Guadeloupe ou de Martinique, de rhum blanc, et puis vous mettez une vingtaine de gousses de vanille bourbon finement coupées. Ça vous fait un merveilleux rhum arrangé, et vous prenez une trentaine de gouttes tous les soirs, et vous serez tout gai,
toute heureuse et vous n'aurez plus de polyarthrite. Merci beaucoup pour ce conseil, Jean-Yves. J'ai pris note. Je sais qu'il y en a qui se soignent préventivement. Bonne idée. C'est après tout de la médecine préventive ce qu'on fait. Exactement. Voilà. Alors ça, c'est un cas encore plus grave d'auto-immunité. Alors je vous l'ai mis parce qu'on voit bien l'auto-immunité. Vous voyez cet aspect d'hyper-bêta-gamma. Hein. Donc il y a une augmentation des anticorps, il y a une augmentation du complément. Et puis le patient, il a une tendance à l'anémie, il est fatigué, et puis surtout il est sec. Donc là, on voit bien qu'il n'y a plus du tout de régulation, il y a cette inflammation chronique qui est évolutive. Vous savez que la sclérodermie systémique diffuse, c'est une maladie abominable qui va attaquer les vaisseaux, qui va attaquer la peau, qui va attaquer les articulations, et le malade, en 5-10 ans, va se retrouver dans un état absolument lamentable. Donc là, il va falloir faire quelque chose rapidement. Alors, quand on regarde, on voit que tout ça chauffe. Hein. Vous voyez que toutes les régulations de remèdes sont absolument élevées. Donc, tout le système a chauffé. Donc là, il va falloir calmer le jeu rapidement. Et puis, on a ce qu'on... Alors, ça, c'est un BNS24, bien sûr. Donc, les euglobulines sont basses, curieusement. Par contre, ça signe la sécheresse, hein, ça confirme la sécheresse. Et par contre, on a ce qu'on voit rarement quand on mesure les 3 euglobulines, c'est une dissociation. C'est-à-dire, il y en a qui sont élevées et il y en a qui sont basses. Et cette dissociation dans ce sens-là, c'est-à-dire E-alpha élevé, c'est-à-dire du feu sur de la sécheresse, du feu sur la sécheresse, ça fait la forêt qui flambe. Et c'est assez caractéristique d'une inflammation vasculaire. Et ça, c'est un symptôme assez typique des artérites et des préinfarctus. Voilà. En chinois, on dit Shuangfeng. Hein, c'est le risque vasculaire. Voilà, ça, c'est un tableau typique. Il m'est arrivé de voir des patients avec cet aspect-là et puis de leur dire attention, vous avez un risque d'infarctus. Alors, ils m'ont ri au nez en disant je sors de chez le cardiologue, ça va très bien. Et puis, dans le trimestre, ils ont fait un infarct. Donc là, ils ont commencé à me prendre au sérieux. Alors, les 2 plantes qui sortaient, c'était assez intéressant. C'est Cardus benedictus, le chardon béni. Oh, pardon. C'est le chardon béni qui est une plante qui va remettre du sang, hein, qui est une grande plante du foie et qui a la propriété justement de remettre du sang et de calmer les inflammations. Et puis Glycyrrhiza glabra, la réglisse, Genkao en chinois, qui est une grande plante des glaires. Et en particulier, l'infarctus se développe sur un blocage et du feu par les glaires. Alors évidemment, il ne faut pas prendre la réglisse trop longtemps parce que ça peut induire de l'hypertension, mais on fera des courts traitements de 10 jours, par exemple, de teinture de réglisse, et le patient s'en trouvera beaucoup mieux. Voilà. Petite question, Jean-Yves, pardon. En fait, sur les bilans des BNS, à la fin, quand on consulte les préconisations thérapeutiques naturelles, il y a plusieurs plantes qui apparaissent. En fait, il y en a 5, 6, 7, il y en a plusieurs. Comment, selon vous, on va orienter notre choix sur une plante plutôt qu'une autre? Alors, on va aller regarder d'abord sur quoi elle agit, qu'est-ce qu'elle contient, pourquoi elle est utilisée. Hein. Vous avez pour ça un site qui est très bien, qui s'appelle médecine-intégrée.com, dans laquelle vous avez un herbier où vous avez plus de 600 plantes. Hein. Donc, c'est assez facile. Vous allez dans Google, vous tapez médecine-intégrée.com et puis le nom de la plante. Et automatiquement, Google vous amène sur la page de la plante. Donc, vous l'ouvrez et vous regardez à quoi ça sert. Et c'est comme ça que vous allez apprendre les plantes. En fait, ce n'est pas en vous plongeant dans des bouquins. Hein. C'est avec le BNS et le patient en face de vous. Et c'est là où vous allez dire, celle-là, elle va mieux pour son cas ou elle est plus intéressante. Et puis, essayez de n'en donner qu'une seule. C'est comme ça que vous allez voir l'effet de la plante. Si vous en donnez 3-4, si ça a marché, vous serez content, mais vous ne saurez pas laquelle a marché. Et puis, si ça n'a pas marché, vous n'avez pas compris non plus. Donc, essayez d'être assez uniciste dans votre prescription. Alors, évidemment, la première qui se présente, c'est celle qui couvre le plus de paramètres. Puis après, on demande à l'ordinateur, on la met de côté, puis on dit, allez, refaites le choix, refaites le choix, refaites le choix. Et la dernière, elle est un petit peu moins active que la première. Mais des fois, elle est plus ciblée sur la pathologie du patient. Donc, on pourra choisir une plante dans la série et puis on va la donner. On va regarder comment le patient se rééquilibre avec cette plante.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, l'ordre d'apparition des plantes sur la fiche thérapeutique proposée apparaît dans l'ordre d'efficacité majeure de la plante, c'est ça? Voilà, Dans l'ordre croissant d'efficacité pour le cas précis? C'est décrescendo. D'accord, ok. C'est-à-dire c'est la première qui est la plus active. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves. Alors, donc, voilà un autre cas. Alors ça, c'est un cas beaucoup plus grave encore. C'est une insuffisance rénale. Alors, elle se présente comme une insuffisance rénale, mais elle a un bilan strictement normal. Elle a qu'une urée à 9,5 millimoles par litre, ce qui n'est pas énorme, et une créatinine qui commence à monter. Donc, mais en fait, on se rend compte, quand on regarde son scanner, qu'elle a une monstrueuse polykystose hépatorénale. C'est-à-dire elle a quasiment plus de foie et elle a quasiment plus de rein. Pourtant, cliniquement, elle est bien, et biologiquement, à part ces deux paramètres, elle n'a rien. Alors, c'est très intéressant, quand il y a une grosse dissociation comme ça entre la biologie et la clinique, on se dit quand même, et puis le scanner, on se dit, on va voir ce que donne le BNS. Et bien, vous voyez, le BNS, il montre que ça chauffe sérieusement et qu'on va vers des complications majeures. Et donc, ça, c'est une dame qu'on a pu stabiliser un temps, mais qui certainement a dû terminer en greffe à la fois des reins et du foie. C'est une pathologie, bien sûr, génétique. Voilà, la plante choisie, c'est Spartium jonqueum, qui est le genêt à balai. Actuellement, vous savez, c'est des belles fleurs jaunes qu'on a dans le midi et qui nous font penser que l'hiver est terminé. Alors, Spartium jonqueum, c'est très intéressant, c'est une plante hypotensive, donc elle agit à la fois sur le rein et les vaisseaux. Voilà, on voit qu'il y a une énorme stress oxydatif, vous voyez, on voit qu'il commence à y avoir des auto-anticorps, il commence à y avoir de la chaleur, et puis toutes les régulations sont au taquet, vous voyez, elle est sur le bord de la falaise, elle est prête à décompenser. Et au regard de ce cas précisément, on peut juger tout l'intérêt effectivement de faire des BNS, même quand de prime abord on se sent bien d'un point de vue purement clinique. Évidemment. Voilà. Donc, encouragez vos consultants, vos patients à faire un petit check-up de temps en temps, surtout pour les plus réfractaires au bilan biologique traditionnel qu'on a tendance à préconiser en allopathie. Le BNS peut donner quand même un panel assez général des dysfonctions majeures de l'organisme et du maintien de l'équilibre de ses fonctions. Donc, voilà, même quand on est face à une personne qui est plutôt dynamique, plutôt apparemment en bonne santé, on a tout intérêt malgré tout à faire un BNS. Voilà, pour se conforter dans l'idée de la santé ou au contraire pouvoir déceler des choses et agir plus rapidement. Alors ça, c'est un cas dramatique. Vous voyez, je vais crescendo. Donc ça, c'est une petite fille de 2 ans et demi qui a fait une gastro-entérite hémolytique avec un colibacille extrêmement toxique. Et elle est en insuffisance rénale terminale et elle est en dialyse péritonéale, c'est-à-dire 12 heures par jour. On lui met 25 litres d'eau dans le ventre et puis on épure son urée. Alors, vous voyez que bon, elle ne va pas très très bien. Elle est complètement sèche. C'est le chaos parfait. Donc, d'ailleurs, elle a un coefficient de stabilité biologique, vous voyez, qui est quasiment de 27, alors que normalement, il devrait être plus de 80 à cet âge-là. Et puis surtout, alors on s'attend aussi à un aspect d'auto-immunité. Mais là, on est à un stade encore plus grave. Vous voyez, les bêtas sont descendus parce que le complément est consommé. C'est-à-dire qu'il y a une inflammation tellement élevée que ça va effondrer les bêtas paradoxalement. Ça, il faut savoir que ce paramètre est un petit peu délicat à interpréter. Quand il est trop fort, eh bien, il s'inverse. Alors, 2 plantes absolument magnifiques sont proposées. Arnica montana, qui est la grande plante qui remet de l'ordre dans le sang, dans les vaisseaux, et c'est une grande plante d'hématomes et de segments. Et puis Viscom album, qui est une énorme plante de la rate, d'ailleurs, et du plomb, et qui est un régulateur de la pression artérielle. Et donc, vous savez qu'un des gros problèmes qu'on a avec ces patients en dialyse, c'est les sautes de régulation artérielle. Alors, c'est assez terrible, une petite fille de 2 ans et demi, bon, je pense qu'ils vont la greffer dès qu'ils pourront, mais en fait, elle a quand même une vie qui ne va pas être très, très rigolote. Elle va pas mal fréquenter les hôpitaux. Alors, justement, une petite question relativement à ce cas, entre autres.
mais qui peut relever d'autres cas, en l'occurrence. Question d'Ariane de Robien. Comment distinguer quand les bêtas sont basses, si c'est juste une insuffisance hépatique ou une consommation du complément? Voilà, alors c'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que tu vas interpréter le paramètre en fonction du reste. Là, tu vois qu'il y a le feu dans la maison. Donc, c'est certainement pas une insuffisance hépatique. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Voilà. D'accord. Et une autre question pour un tel cas qui paraît quand même grave, hein, vous le disiez vous-même, l'intérêt du BNS, en fait, est-ce qu'il va venir compléter des bilans biologiques traditionnels? Oui, bien sûr. D'accord. Et jusqu'à quel point ça va pouvoir soutenir le traitement allopathique en parallèle? Alors, le traitement allopathique, il soigne la maladie. Le BNS, il sert à soigner le malade. C'est ça. C'est quand même très, très différent comme perspective. Hein. D'accord. Merci. C'était pour un petit rappel. Voilà. Pour nos participants. Merci. C'est important. Alors voilà une autre affection très mystérieuse hein, pour laquelle les allopathes n'ont absolument aucune solution. C'est l'urticaire géant. Alors, la cause, c'est en fait, ils ne savent même pas à quoi ça sert. C'est les Chinois qui ont compris que c'était un problème de blocage de rate, soit par souci, soit par aliment ou soit par médicament, et que ce blocage de rate allait percuter le rein, qui allait être sec, et que ça allait donner un feu du cœur, et que ce feu du cœur allait se manifester à la peau. Alors là, c'est un cas extrême, on a un billard à 4 bandes, vous voyez. D'ailleurs, le patient, quand vous lui dites qu'est-ce que c'est l'urticaire pour vous, il vous dit j'ai le feu à la peau. Tout à fait parlant. Voilà, donc l'urticaire géant, donc le traitement suspensif que pratiquent les allopathes, c'est essentiellement des antihistaminiques. Et évidemment, ils n'agissent qu'au niveau terminal, c'est-à-dire ils n'agissent qu'au niveau du poumon. Et ils ne savent pas traiter le reste. Alors, c'est intéressant parce que le BNS va nous permettre de choisir quel est le niveau qui est le plus intéressant. Vous voyez, par exemple, on pourra disperser la plénitude cœur. Il y a un grand remède de l'urticaire, c'est Rhodium sicuritarium, ou au contraire remettre de l'eau dans le rein, comme les palustre, ou au contraire éliminer le toxique au niveau de la rate, comme avec arnica, apis, sérum écuit, etc. Donc là, c'est le BNS qui va nous guider dans la priorité thérapeutique. Alors voilà le cas d'un gentil patient qui souffrait depuis très longtemps d'un urticaire géant avec des poussées d'œdème de Quincke. Et en fait, c'était amusant, il avait eu ça depuis ses oreillons. Alors, les oreillons, donc tout ce qui est mémoire immunitaire, c'est au niveau de la rate. Hein. Il a été testé positif au graminé, mais ça n'a servi à rien. Rien ne l'améliore. Et puis, il fait des poussées d'urticaire et d'œdème de Quincke régulièrement. Donc, évidemment, je lui ai demandé un bilan. Alors, on voit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sang. Donc, déjà, il n'a pas de liquide. Et puis, il a une inflammation chronique. Vous voyez que la rate est pleine. Hein. Donc, la rate est pleine, le rein est vide. Hein. Donc, c'est les deux conditions de départ de l'urticaire. Il a un stress oxydatif qui est de type feu. Vous voyez, donc, le cœur est plein. Et puis, il a un paramètre très fort, c'est le phosphore. Et le phosphore, c'est un grand paramètre du poumon. C'est-à-dire le poumon, qui est la peau, en fait, a du feu. Et donc, ça explique bien les manifestations. Et d'ailleurs, s'il y a un remède homéopathique à donner, c'est Phosphorus. Voilà. Alors, je l'ai soigné depuis longtemps, puisque c'est un patient que je soigne depuis une vingtaine d'années. Il va très bien. Et on a découvert entre-temps qu'il avait une intolérance aux œufs. Et parce qu'il avait fait une petite rechute et j'ai découvert qu'il avait une intolérance aux œufs. On a arrêté les œufs et de nouveau, ça a été calme. Alors, retenez le Rhodium sicuritarium, c'est la grande plante des urticaires géants. Vous n'en voyez pas souvent, mais quand vous en voyez un, le malade, vous verrez, il ne va pas bien, et puis surtout, on n'a rien à lui proposer d'efficace. Alors voilà un autre exemple, un peu dramatique aussi, c'est un jeune homosexuel qui vient me voir, il est HIV positif depuis 3 mois, et bien sûr, il n'a pas encore de traitement.
Alors là aussi, on voit très bien que, vous voyez, l'aspect rate, l'aspect des gammas qui montent, il a beaucoup d'anticorps. Pourquoi? Parce qu'il est encore en phase très inflammatoire. Et là aussi, on peut se poser la question, est-ce que les bêtas ne sont pas effondrés par consommation du complément? Il a les albumines basses, donc on est déjà dans une pathologie de gravité, et puis il a le paramètre le plus élevé, c'est le zinc, qui est un paramètre de virose, c'est l'indicateur de virose. Voilà. Donc là, on voit que c'est assez net. Bon, il n'a pas encore vraiment de souffrance tissulaire, vous voyez que les oglobulines ne sont pas très très perturbées. Voilà, alors c'est le même, si je me rappelle bien, c'est le même, mais une dizaine d'années après. Alors, est-ce que ça vous paraît grave ou est-ce que ça ne vous paraît pas grave? Hein, Aline? Aline, coucou. Tu m'entends? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai envie de dire que là, on est plutôt très, très grave. Voilà. Alors, en fait, ce n'est pas très, très grave. En fait, curieusement, c'est un bilan qui paraît très, très grave, mais en fait, c'est un bilan qui est très lipidique. Tu vois, et tous les paramètres sont, c'est-à-dire, c'est un sérum qui est lactescent. Évidemment, ça fait diverger tous les tests de réactivité. D'accord. C'est lié à sa trithérapie. La trithérapie va complètement engorger le foie. Tu vois, le foie est complètement insuffisant. Et donc, il ne va pas bien du tout parce qu'il a un énorme stress oxydatif, tu vois, sur une sécheresse. Et donc, il a beaucoup d'anticorps, beaucoup de stress oxydatif, mais la trithérapie l'a complètement perturbé et il ne va pas très, très bien à cause de ça. Alors, il se posait la question, les lymphocytes T4 continuent à descendre, donc j'ai pris ma plus belle plume, j'ai fait une lettre au patron et je lui ai dit, vous savez, le problème, ce n'est pas son HIV, c'est qu'en fait, il est en train d'engorger ses défenses. Et donc, il y a une véritable apoptose des T4. Donc, on va lui mettre des antioxydants, on va lui mettre des oméga 3 et on va ramener les choses à la norme. Et en effet, en l'espace de 3 mois, il est sorti de sa plongée immunitaire. Bien. Justement, ça me permet de rebondir sur la question de Nathalie qui demande si le BNS se modifie après traitement ou si les marqueurs restaient identiques. Donc, Jean-Yves Henry, de façon un petit peu induite, a répondu déjà à votre question en disant que de toute façon, à partir du moment où on intervient avec une thérapeutique naturelle et qu'il y a des effets sur la biologie, évidemment, les marqueurs des BNS auront évolué, forcément pour du mieux. Mais ça va prendre du temps. Alors, il faut savoir C'est ça. Quand un paramètre est très élevé, il est assez facile de le ramener à la norme. Enfin, assez facile, on va compter entre 2 et 3 mois. Alors que quand un paramètre est très bas, il va falloir compter entre 6 et 9 mois. Ça va être beaucoup plus difficile de réveiller une régulation que de faire céder une inflammation. Donc là aussi, il y a un délai. Et puis, il y a une négociation à mettre en place avec le patient. C'est pas lourd, on ne va pas leur faire une résurrection instantanée. C'est un traitement qui va s'écouler, qui va s'installer, puis qui va être suivi sur 3, 4, 6, 9 mois. Et puis, on aura du mieux, il y aura peut-être des rechutes, mais on négociera et on regardera le bilan. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement adapter en fonction des nouveaux symptômes qui pourront apparaître au cours de l'évolution. Merci. Voilà. Alors, ça, c'est un cas amusant. C'est un patient qui est venu me voir. C'est un médecin, retraité, hypertension, 2 infarctus. Il a une hypercholestérolémie familiale, une goutte avec un poids normal. Alors, vous voyez, le marqueur du cholestérol, c'est le magnésium, c'est le manganèse, pardon, il est là. Et vous voyez, c'est le seul qui est normal. Alors, il consulte pour une insomnie. Il a une insomnie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Tout est enflammé, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Et évidemment, il a un manganèse normal. Pourquoi? Parce qu'il est sous statine. Donc, en fait, la statine a régularisé le cholestérol, mais toutes les autres graisses circulantes, il ne les a pas vues. Il a un coefficient de stabilité biologique qui est très mauvais. Donc, il a un sérum très gras. Vous voyez, quand tous les paramètres montent ensemble, vous pouvez dire que le sérum est très gras. Donc, le risque vasculaire est réel, malgré les constantes classiques normales.
il a une insomnie parce qu'il a un vide d'eau du rein. Et puis, bien sûr, il ne m'a pas cru, il n'a pas pris le traitement et il est décédé dans les 6 mois qu'on suit. Et comme quoi, des fois. Voilà, alors ça, c'est un. On ne peut pas aider tout le monde. Alors, ça, c'est le fameux syndrome métabolique. Hein, vous savez que maintenant, il y a 10% des gens de plus de 50 ans qui vont présenter progressivement un syndrome métabolique, qui est l'association de 7 affections, le surpoids, le diabète gras, l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie, la goutte, l'albuminurie et les troubles de la coagulation. Alors, c'est très grave parce que le risque vasculaire va se développer avec une angine de poitrine, une impuissance sexuelle, une microangiopathie diabétique, donc une perte de la vue progressive, et puis le fameux NASH, qui est le foie gras. NASH, ça veut dire non-alcoolique hépatostéatitis, et la néphrangiosclérose qui va aboutir à une insuffisance rénale. Donc, alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de les dépister, c'est d'arrêter tous les traitements progressivement, parce qu'en fait, le seul traitement efficace à long terme est la perte de poids. Donc, vous les mettez au régime diabétique, et en l'espace de 6 mois, 1 an et demi, ça dépend de quel poids ils partent, eh bien, vous allez normaliser le poids, et puis vous allez voir toutes ces maladies disparaître. C'est vraiment une maladie de civilisation. Alors voilà un BNS d'un syndrome métabolique. Hein, vous voyez que là, il n'y a plus que du gras qui circule. Donc toutes les régulations sont au taquet. Et puis évidemment, le foie est en train de s'effondrer. Hein, il y a des auto-anticorps, il y a de la souffrance organique. Et puis le foie est en insuffisance majeure. Et probablement parce que le complément est consommé, comme les anticorps montent, là, c'est la consommation du complément qui s'explose. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en plus du régime diabétique, on va mettre un antioxydant, et puis on va mettre un oméga 3, et puis on mettra un peu de chrome aussi, des vitamines B, enfin on va essayer de relancer tout, et puis surtout on va le soutenir au niveau de son régime. Alors voilà un bilan un petit peu moins drôle. Je vais un peu vite parce que je pense que vous avez des bilans à me montrer aussi. Donc ça, c'est une dame c'est un bilan de sclérose en plaques. Et vous voyez, le bilan est à peu près normal, sauf l'hyper-bêta-gamma. Et on voit que là, on est vraiment dans une auto-immunité, hein, avec inflammation chronique. Et puis que les albumines sont basses, on est dans de l'organicité. Là aussi, il y a un petit stress oxydatif dans la sécheresse. Et puis c'est intéressant, le paramètre le plus bas, c'est le mercure. Et le mercure, c'est un paramètre d'atteinte du cortex cérébral, puisque le cortex cérébral est un organe du système lymphoïde. Alors voilà un autre cas très intéressant. Je soigne beaucoup de mucoviscidose et j'ai d'excellents résultats dans la mucoviscidose. Parce que dans la mucoviscidose, l'inflammation chronique de ces patients, du fait qu'ils sont tous sans arrêt engorgés, ben cette inflammation chronique finit par détruire leur arbre respiratoire. Donc on voit qu'il y a une chaleur au niveau du poumon, il y a un gros stress oxydatif, hein, et puis il y a de l'inflammation partout. Vous voyez, toutes les régulations sont hautes, et en particulier le cadmium qui est haut. Donc là, on va pouvoir, avec un certain nombre de plantes, de sels et d'essences, on va pouvoir réguler. Alors, grande plante d'Egler, les labiers, hein, Glecoma ederaceae, qui est une énorme plante de l'auto-immunité. Marubium vulgare, qui est aussi une labier, qui est une plante de l'asthme, mais également des insuffisances respiratoires. Et puis, en NTC, la réglisse, dans les phases inflammatoires, c'est une plante qui dégage les glaires. Voilà, puis là, j'utilise dans ces cas-là la sérothérapie organique, c'est-à-dire que je fais des anticorps qui relancent les cellules souches pour pouvoir régénérer donc le SRE, le foie, etc. Donc là, il y a un véritable traitement de fond à faire, et on va apporter à ces patients une vie quasi normale, alors que chez nos confrères allopathes, ben, ils ont les mucolytiques et les antibiotiques, et puis la kinésithérapie respiratoire, et puis ils ne vont pas très bien.
On ne va pas tendre à guérir, on ne peut pas toujours le faire, mais on peut quand même aspirer à un état de bien-être général et de mieux vivre avec sa pathologie. Ah ben, je comprends, oui, on va même leur changer leur vie et augmenter considérablement leur espérance de vie. Donc ça, c'est tout à fait... Et puis, si c'est pris suffisamment tôt, bien sûr, il ne faut pas prendre un patient qui est avant une greffe cœur-poumon, hein, ça c'est trop tard. Mais quand vous avez un petit enfant qui a la mucoviscidose, vous les mettez au bilan, vous leur en faites un tous les ans, et puis vous les traitez toute l'année, ils vont très bien. Alors voilà un cas amusant. Ça, c'est un jeune patient qui venait pour une énurésie. Alors on dit a priori une énurésie, bon, il n'y a pas grand-chose, etc. Mais quand même, il était énurétique à 16 ans et en plus, il avait une énurésie qui était diurne et nocturne. Il avait vraiment une véritable incontinence. Et quand même, je me suis dit, ça, c'est pas normal. Donc, on lui a fait un bilan et vous voyez que les albumines sont basses. Donc là, on est dans l'organicité. Hein. Les globulines sont basses aussi. Donc, il y a un stress oxydatif qui se fait dans la sécheresse. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, on voit que c'est tous les paramètres du rein qui ne vont pas. Et en tête, au rhum, qui est le patron du rein. Alors, dans les BNS12, c'est l'ammonium hein, qui est un des grands marqueurs du rein. Donc, vous voyez, là, il ne va pas très bien. Chez un enfant, il ne doit pas être comme ça. Donc là, on voit surtout, sur le BNS24, on voit une grosse dissociation du rein. Ça, c'est vraiment une énorme souffrance du rein. La plante proposée, c'est Juniperus communis, le genévrier, hein, qui donne le gin. Vous n'êtes pas obligé de la prendre sous forme de gin, ni de vous traiter préventivement. C'est une plante qui est très intéressante. Elle a une pathogénésie de néphrite. En fait, ce jeune garçon a fait une néphrite. Et en fait, il traîne les séquelles de sa néphrite qui a été étiquetée énurésie. Et en fait, il n'a pas été traité correctement puisque, vous voyez, il est encore en souffrance tissulaire. Donc, on lui a donné Juniperus qui a soigné sa néphrite et puis le symptôme a disparu. Alors ça, c'est un cas tout à fait intéressant. C'est un entrepreneur de 49 ans que je vois, qui vient me voir et puis... en fait, il vient me voir. D'abord, je vois sa femme. Sa femme vient me voir. Elle me dit voilà, docteur, je viens me voir parce que je vais me marier. Ah, je dis c'est très bien. Alors, elle dit ouais, enfin, c'est pas terrible. Ah bon? Je dis ah bon, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, elle me dit bah, ça fait 10 ans que je vis avec un homme et en fait, il va mourir. Donc, j'ai exigé qu'il m'épouse avant de mourir. Ah, je dis ah bon, bah, d'accord, pourquoi pas. Et elle me dit, je lui dis bah, racontez-moi son histoire. Elle me dit bah, il a un cancer d'huile du rein. D'huile biliaire, pardon, et il fait une jaunisse, il fait une acite. Et là, à l'hôpital, ils ont dit que c'était inopérable, donc ils l'ont renvoyé pour mourir chez lui. Donc, elle me dit, mais peut-être vous pourriez le voir au moins pour soulager ses douleurs. Ben, je dis, pourquoi pas? Alors, je lui fais un bilan. Et là, vous voyez ce bilan, hein, vous voyez une énorme inflammation chronique, vous voyez, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de sang, il y a cet aspect d'inflammation vasculaire majeure, il y a du feu. Et puis, on voit que toutes les régulations ont explosé littéralement. Donc, c'est assez dramatique. Alors, Arbutus unedo, c'est une grande plante du cancer. Hein, c'est un peu l'équivalent de l'Avasta chez les allopathes. Hein, ça bloque la croissance tumorale en limitant la microvascularisation. Glycyrrhiza, la réglisse, ça contient des agents antitumoraux. Solidago aussi. Et puis, le grand remède en homéopathie que j'ai utilisé, qui est le sulfate de cadmium. Et ce brave garçon, ben, on a mis en place le traitement et puis il a vécu encore 10 ans. Et d'ailleurs, il était tellement bien à un moment donné qu'il a repris du boulot et qu'il s'est remis à picoler, ce qui, à mon avis, n'était pas la meilleure des choses à faire. Mais chacun fait comme il veut, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous allez briller aux yeux de tous grâce au BNS, mais ayez une aimable pensée pour l'équipe qui s'applique à vous fournir le maximum de précision dans les délais les plus brefs. Il te plaît, mon petit dessin, Aline? Il est très, très parlant. Merci beaucoup, Jean-Yves, pour ces présentations de différents types de cas. On a eu un BNS qui est dans les starting blocks, prêt à être présenté. Alors, la personne qui nous a transmis ce bilan, qui est anonymé, bien sûr, a-t-elle des questions particulières relatives à l'analyse de ce bilan ou à son interprétation? Si elle pouvait peut-être profiter du chat pour poser la question de suite.
Alors peut-être on peut le voir, il moi s- je ne le vois pas non plus. D'accord. Alors, je m'adresse à Nicolas. Si tu me reçois, le bilan de... Voilà. Ah, je suis pas loin. Je vais donc reprendre la présentation de l'écran pour afficher un premier bilan. C'est donc un cas qui nous a été transmis par Marie-Laure Livigny. Voilà, donc je me suis permis de l'anonymiser. Voilà. Alors, la question majeure de Marie-Laure relative à ce bilan, c'est finalement comment régler l'acidose. Alors, les stades d'acidose se traitent. Alors, il faut savoir ce que c'est que l'acidose. Alors, je vais le marquer parce que c'est une question qui est fondamentale et qui va se renouveler. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acidose? Donc, c'est une sécheresse tissulaire. C'est la manifestation d'une sécheresse tissulaire. Cette sécheresse tissulaire, elle est liée à un décrochage hormonal. Vous savez que les hormones stéroïdiennes, ce sont elles qui font rentrer l'eau dans les tissus. Alors, c'est toutes les hormones sexuelles et c'est également la cortisone, la DHEA, etc. Et si il y a un décrochage hormonal, des hormones stéroïdiennes, c'est que l'hypophyse ne va pas bien. Si l'hypophyse ne va pas bien, avec la CTH, avec tous les différentes releasing factors, c'est que le thalamus et l'hypothalamus ne vont pas bien. Donc en fait, il y a toujours dans la situation d'acidose un phénomène de conflit intrapsychique qui va avoir une cascade de dysrégulation qui va se manifester par de la sécheresse au niveau des tissus et qui va se manifester par de l'acidose, c'est-à-dire des inflammations, des douleurs, des fissures et des ulcérations. Voilà. Donc, comment on va traiter l'acidose? On va la traiter déjà en écoutant le patient et en essayant de comprendre qu'est-ce qui l'a perturbé au niveau hypothalamique, hypophysaire, hein, quel est son conflit intrapsychique. Et puis, on va jouer sur la carence hormonale avec les phytohormones. C'est-à-dire, on va choisir dans les plantes présentées des plantes qui contiennent des phytohormones. Alors, par exemple, il y en a une que j'utilise assez systématiquement quand elle sort, c'est l'onagre. Hein, c'est une très bonne phytohormone, mais il y a également beaucoup de labiers qui contiennent beaucoup de phytohormones. Il y a la bourrache, il y a l'onagre, il y a la myomalbum, il y a la sauge, etc. Il y en a énormément. Hein. La plupart des plantes qui sont proposées dans les situations d'acidose contiennent des phytohormones. Et puis, on va utiliser également les sels, et en particulier les sels de sodium. C'est le sodium, le chlorure de sodium qui entraîne l'eau. Et donc, les sels de sodium en particulier vont relancer la pompe à sodium et donc vont lutter contre l'acidose. La sécheresse, donc l'acidose. Et vous avez un complexe qui s'appelle l'EFI-complexe numéro 4, qui contient, en France, qui contient de l'onagre et un mélange de sel de sodium pour combattre l'acidose. Et en Suisse, on a un mélange un petit peu différent et qui s'appelle natrum complexe et qui contient à peu près la même chose, mais à des dilutions un petit peu plus élevées. Voilà. J'ai été clair. Alors, on peut utiliser aussi, bien sûr, des sérums équi, hein, et en particulier, moi, j'aime bien le neuroendocrine. Voilà, qui est un ensemble de glandes et en fait qui relance globalement l'hypophyse, la thyroïde et la surrénale. D'accord. Merci beaucoup Jean-Yves pour cette question sur l'acidose. Est-ce que vous pouvez peut-être, si ça s'affiche de votre côté aussi, étape par étape, reprendre la façon dont on interpréterait le bilan que vous voyez à l'écran. Donc il s'agit d'un BNS12. Alors, c'est très bien. Alors, donc, on voit l'IMC est quasiment normal. Hein, donc, c'est quelqu'un. On n'a pas son âge. On peut voir la page précédente. La voici. Donc, on a Voilà. une patient qui est née en 61. Alors, voilà, c'est quelqu'un de jeune. Alors, on voit le camembert des terrains. Alors, c'est très intéressant. Vous voyez, on a cette double dissociation lymphoïde acide.
Donc vraiment, on voit que c'est le système lymphoïde qui a lâché et que les endocrines ont lâché. Donc là, on est vraiment en phase acide, mais que donc c'est l'aspirate, si vous voulez, qui a vraiment lâché. Et donc, il vous explique que le patient en phase acide présente une dysfonction hypophysaire avec décrochage hormonal. Vous voyez, c'est tout ce que je vous ai raconté. Et c'est tous les symptômes qu'il faut rechercher. Alors, une des manifestations typiques des phases acides, c'est les cystites récidivantes et les lithiases. Voilà, la page suivante, s'il te plaît. Hein, Nicolas? La voici. Voilà, je ne vois pas bien, là, tu peux la monter un petit peu, je ne vois pas bien le protidogramme. Est-ce mieux? Oui, c'est parfait. Alors, on voit, alors les albumines ne sont pas passées en négatif, mais on voit qu'il y a un décrochage entre albumine et alpha 1. Hein, quand il y a un décrochage, c'est-à-dire albumine basse et alpha 1 élevé, c'est de l'inflammation sur de la sécheresse. Les alpha 2 sont normales, les bêta sont normales, mais les gamma commencent à monter. Donc, vous voyez, cette tendance rate, hein, elle se manifeste à la fois par l'aspect lymphoïde et à la fois par l'aspect acide. Blocage de rate, blocage de l'adaptation lymphoïde. Vas-y, page suivante. Oui. Les globulines ne sont pas très perturbées, mais elles sont négatives. Hein. Donc là, ça confirme que même si les albumines sont normales, il y a de la sécheresse déjà. L'iode est normal. Par contre, le zinc est bas. Vous voyez, le fait que le zinc est bas signe qu'il y a le décrochage hormonal. Page suivante. Oui, s'il te plaît. Alors, après, on voit bien sûr qu'il y a un état acide, hein, et d'ailleurs, il est négatif, ça veut dire que c'est chronique. Vous savez que dans les tests de remède, hein, les tests de remède, ce n'est pas la quantité qui compte, hein, c'est que quand c'est élevé, c'est aigu, et quand c'est bas, c'est chronique. Hein, contrairement au protidogramme ou aux globulines. Hein. Donc là, on est plus sur du qualitatif. Donc on voit qu'il y a vraiment un état acide chronique. Il y a une petite augmentation du manganèse, donc ça c'est les graisses endogènes, et donc on voit que les graisses endogènes montent toujours dans les états inflammatoires. L'ammonium est à peu près normal, le cadmium est à peu près normal. Alors le calcium est intéressant, c'est un paramètre des graisses alimentaires, et donc les graisses alimentaires sont correctes. Et il faudra d'ailleurs, si le calcium est bas, là on pourra envisager une supplémentation avec les oméga 3 par exemple, c'est assez systématique. Quand le calcium est bas, moi je fais toujours une supplémentation avec les oméga 3. Page suivante, s'il te plaît, Nicolas. Bien sûr. Voici. Bon coefficient de stabilité biologique. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave, hein, vous savez, ça veut dire que c'est stable. Hein. Donc, vous avez le temps, on a le temps de réfléchir, ça ne va pas bouger tout de suite. Le coefficient de vieillissement vasculaire est quasiment à 0. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vieillissement vasculaire, ça veut dire que le vieillissement vasculaire est égal à tout le monde. Donc, il n'y a pas d'accélération dans ce vieillissement vasculaire. Donc, c'est bien. C'est rassurant tout ça. Vas-y, Nicolas. Voilà. Alors, il nous dit que le terrain est acide, vous voyez, qu'on va le corriger avec les sels de sodium et éventuellement une plante comme l'onagre. Et comme toujours, quand il y a de la sécheresse et qu'il y a une souffrance véritable, on va utiliser les vitamines antioxydantes, hein, ACE. Et comme le zinc est bas, on pourra éventuellement faire une supplémentation zinc ou en effet faire une relance des facteurs hormonaux. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les plantes? Alors, là, on va choisir bien sûr les plantes en fonction de la biologie, mais on va aussi choisir en fonction de la clinique. Alors, on va demander à cette gentille praticienne pourquoi est venue la patiente. Je pense qu'on doit avoir après la page de symptômes cliniques. Marie-Laure, si vous pouvez peut-être nous communiquer la raison majeure de consultation de votre patiente. Il y a peut-être plusieurs plaintes concomitantes. La page après, on va peut-être… Voilà.
Voilà, donc là, on a tous les symptômes. Voilà. Alors, vous voyez, alors c'est très intéressant. Aérophagie, gastralgie, ulcère, ça c'est la phase acide. Herpès récidivant, c'est la phase acide. Hein. Lithiase rénale, c'est la phase acide. Et ostéoporose, on va vers la déminéralisation. Donc, vous voyez, et en plus, bon, il y a peut-être aussi, vous voyez, un antécédent familial de sécheresse et de déminéralisation. Donc, ça confirme très, très bien. Donc, il faut vraiment qu'on traite la sécheresse et puis le réveil précoce. Vous voyez, ça, c'est assez typique aussi des sécheresses. Donc, sécheresse, acidose, décrochage hormonal. Alors, tu peux remonter sur les plantes, s'il te plaît, Nicolas. Voilà. Ah, c'est pas remonté encore. Ah, alors on est bien sur pourtant la page les corrections physiologiques proposées. Non, je ne l'ai pas, moi. Ah, je pense que c'est une question de seconde. Est-ce que tu peux peut-être rafraîchir, Jean-Yves, en appuyant sur la touche F5? J'ai une touche F5, moi, oui. À mon tour peut-être de t'apprendre quelque chose. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon, Jean-Yves? Non, 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 c'est pas bon. Ah, mince. Et Alors, vous les voyez? Aline, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois bien la page des plantes? Alors, je vais me permettre de relancer le partage d'écran. Voilà, j'ai relancé le partage, je pense que c'est peut-être Voilà, mieux, Jean-Yves. voilà, c'est Voilà. génial. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Alors, à votre avis? Alors, Aline, Aline, est-ce que tu as un avis? Allô? Moi, j'en ai Oui. pas. Ah, pardon. Non, j'entendais très mal. Tout avait été coupé un instant, le temps du rafraîchissement de la page de mon côté. Donc ça y est, je vois les plantes, je suis avec vous. Jean-Yves, vous pourriez répéter votre question? Qu'est-ce que j'aurais choisi? pas choisir comme plante. Alors, deux choses. La première, si j'ai bien suivi ce que vous aviez dit tout à l'heure, la première plante proposée est celle qui aurait normalement un rayon d'action plus large et plus orienté pour le cas précis. Après, je vais forcément adapter le choix de ma plante à l'aspect clinique et aux besoins de la personne, puisque je l'aurais eu en amont en consultation, et je vais faire parler la biologie avec la clinique. Exactement. Bon, tu peux quitter, c'est bon, tu peux quitter MyBiobox, tu peux t'installer. Mais je suis installée. Alors là, il y a une petite difficulté, si vous voulez, c'est qu'en fait, les deux meilleures plantes, c'est les deux dernières. Hein, c'est Caltha palustris, qui est une renonculacée, qui est une petite plante qui pousse dans l'eau, qui va relancer le rein et qui va relancer le poumon et le rein. Donc ça, c'est une grande, grande plante justement de ces situations de sécheresse. Et il y en a la dernière, et encore plus une plante des situations de sécheresse, c'est la teinture d'aloe. Hein. Donc c'est un grand cicatrisant, cholagogue, laxatif, comme c'est marqué, et c'est une plante qui retient l'eau. Il faut retenir que l'aloe, c'est une plante qui pousse dans le désert et qui pousse sous un soleil absolument extraordinaire. Donc en fait, toute la structure de l'aloe, c'est de fabriquer des mucilages qui vont retenir l'eau. Donc quand tu absorbes de la teinture d'aloe, eh bien, tu vas remettre de l'eau dans tes tissus. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand on utilise la cortisone en allopathie, on la fabrique à partir d'une teinture d'agave, qui est un petit cousin de l'aloe, et c'est de la teinture d'agave qui sert à faire le soludécadron. D'accord, donc on pourrait concevoir de substituer une corticothérapie à un traitement à base d'aloe. Oui, en se disant que c'est quand même pas tout à fait la même chose. D'accord, oui, ils n'ont pas... Pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc disons, on va choisir une de ces deux plantes-là et on va voir ce que ça donne. D'accord, merci beaucoup. Marie-Laure, j'espère que Dr Henry aurait répondu à la majorité de vos questions. On a encore une page. Il y a encore une page? Oui, il y a encore une page. D'accord, On va regarder Marie-Laure. celle-ci assez rapidement si possible, Jean-Yves, parce que le temps passe Voilà. très très vite. Oui, On tout à a fait.
largement passé d'une heure, et ce que je vous proposerai après, c'est qu'on regarde un autre cas. Alors Mm. peut-être pas tous, mais pourquoi pas celui envoyé par Martial. Donc on commente ces pages, puis après on passe au cas de Martial, s'il vous plaît. Alors, alors c'est intéressant du fait qu'il y ait cet état acide de voir s'il n'y a pas une fleur de bac qui correspond au décrochage émotionnel, hein. Donc, ça, c'est à voir, évidemment, avec le patient, à négocier. Et puis alors, très intéressant aussi, il y a une essence qui est une essence qui relance le rein, qui est le gingembre. Donc, le gingembre, eh bien, il peut être intéressant, utilisé ponctuellement sur justement des phénomènes, par exemple, on va pouvoir mettre une petite rondelle de gingembre dans la soupe, par exemple, pour améliorer l'inflammation digestive. Voilà. Allez, Merci passion Ok, beaucoup. martiale. Passion très bien, martiale. j'arrive. Alors, je vous demande 2 petites secondes. J'arrête le partage d'écran le temps de préparer la présentation suivante. J'en profite à l'instant pour donner un petit message à Marie-Laure. Si toutefois vous aviez des questions qui persistaient concernant votre bilan, n'hésitez pas à nous les formuler, à me les envoyer par email et à moi directement ou au docteur Jean-Yves Henry. On se fera un plaisir d'essayer d'y répondre, hein. Sachez que à travers ces études de BNS, vous n'êtes pas largué comme ça. On vous accompagne du début à la fin pour que vous puissiez au mieux utiliser l'outil. Très bien, merci Aline pour ce commentaire. Et si tout fonctionne bien, vous devez voir maintenant un autre cas. Donc c'est un cas qui nous a été transmis par Martial Voilà. Chetela. Voilà, donc le patient a depuis bébé subi de nombreuses opérations avec un S, Martial, pour un papillome des cordes vocales. Donc, Depuis peu. donc, euh, donc c'est intéressant parce que on a affaire donc à un problème. Les virus donc vont bloquer le système lymphoïde. Et là, on voit que c'est un patient, vous voyez, qui a au niveau du camembert, hein, les trois terrains qui sont nettement dominants, c'est les terrains du haut, hein, intoxiqué, lymphoïde vasculaire. Et alors, intoxiqué ne gagne que par une courte tête. Mais en fait, c'est intoxiqué vers lymphoïde. Voilà. Donc, lymphoïde, pour moi, c'est quand même la signature de son papillomavirus qui a bloqué sa rate. Donc, je dirais a priori foie rate. Voilà. On peut passer à la page suivante, s'il te plaît, Nicolas. Voilà. Voilà. Alors, en effet, donc, étant donné qu'il a un système lymphoïde, une rate pancréas qui ne va pas bien, ben, il se laisse aller, il a pris un petit peu de poids. Hein. Bon, c'est pas énorme du tout, mais moi, je ferai attention. Quand on a un système lymphoïde qui ne va pas, il faut mieux rester mince. Les albumines sont normales, les alpha-1 sont normales, les alpha-2 sont normales, mais il a une hyper-bêta-gamma. Donc vous voyez, on a déjà, c'est pas énorme, mais on a une tendance. Alors le système expert, les paramètres sont normaux parce qu'il n'y a rien qui dépasse vraiment, mais il y a déjà une petite tendance, il faut interpréter à l'inflammation chronique hyper-bêta-gamma. Vous savez que alpha-1, alpha-2, ce sont les défenses macrocytaires, hein, c'est des phénomènes inflammatoires bruyants mais pas graves, alors que bêta-gamma, c'est les défenses lymphocytaires, le complément et les anticorps, qui sont des défenses beaucoup plus lourdes et d'action beaucoup plus grave et durable. Vas-y Nicolas, on passe à la page suivante. Voilà. Merci. Très bien. Alors là, on a des oglobulines qui sont très très perturbées, vous voyez. Hein, donc là, il y a un vrai problème. On a iode des uns, on a surtout iode élevé. Hein, donc ça, c'est quand même assez surprenant. Hein. Le zinc suit un petit peu, mais pas énorme. Alors, bon, donc déjà, quand on voit des oglobulines comme ça, on peut noter antioxydant sur la feuille. Hein. Donc là il y a une souffrance tissulaire, il faut limiter l'inflammation. Vas-y, Nicolas. Voilà. Merci. Alors, on voit que l'ammonium est élevé.
On voit que le manganèse est élevé et le calcium est élevé. Donc, c'est un monsieur avec le calcium qui mange bien. C'est un monsieur avec l'ammonium élevé qui ne gère pas bien ses sucres. Donc, il y a peut-être un antécédent diabétique. Et donc, c'est un monsieur qui a un manganèse élevé, donc un cholestérol élevé, qui est le premier symptôme de l'installation d'un futur diabète gras. Ce qui explique d'ailleurs l'inflammation chronique. On sait que le diabète, que ce soit le diabète de type 1, le diabète de type 2 ou la microangiopathie diabétique, c'est des phénomènes d'inflammation chronique de type auto-immune, donc hyper-bêta-gamma. Vas-y, Nicolas, page suivante. Voilà. Alors, le coefficient de stabilité biologique, il n'est déjà pas terrible. Hein. Normalement, il devrait être au-dessus de 75. Vous voyez, la stabilité n'est pas très bonne. Et puis, le vieillissement vasculaire n'est pas bon non plus. Et finalement, c'est une des remarques du diabète. C'est des gens qui vont user leur système capillaire, leur lit capillaire beaucoup plus vite que les autres. Voilà, Nicolas, c'est bon. Jean-Yves, j'ai une petite question. Oui. Donc, on peut considérer que cette personne-là se situe comment dire ça, en condition de prédiabète, si on peut dire ça comme ça. Si cette personne perdait du poids et suivait les recommandations de ce BNS, est-ce qu'elle peut éviter, bien sûr, de déclarer un diabète type 2? Oui. Oui. Oui, on arrive même, on a des patients qui viennent nous voir avec 120 kilos, qui ont des traitements lourds déjà pour le diabète. Si vous arrivez à normaliser son poids et à l'aider avec un traitement naturel, avec quelque chose qui est assez ciblé avec le BNS, on peut arrêter complètement les hypolipémiants et on peut normaliser les hypoglycémiants. Et puis, on peut complètement normaliser ses valeurs glycémiques. Donc, non, j'ai absolument pas peur quant à l'évolution des patients. D'accord, merci. Par contre, c'est des coquins, hein, c'est des gourmands généralement, donc il ne faut pas les lâcher. Hein. C'est le problème. Il faut les remotiver sans arrêt, voilà. Alors, Ça va. Une fois qu'ils ont compris, ça va. Oui, j'aurais juste une petite question qui du coup peut peut-être intéresser les participants ce soir concernant le diabète de type 1, parce que j'ai eu personnellement le cas plusieurs fois. C'est très très difficile d'accompagner une personne qui souffre d'un diabète de type 1 dans la mesure où c'est la destruction des cellules alpha, des îlots de Langerhans, enfin, vraiment difficile de réguler les statuts au niveau glucidique. Est-ce qu'un BNS peut permettre d'accompagner une personne souffrant d'un diabète de type 1? Alors oui, tout à fait, parce que il n'y a plus ou presque plus d'îlots de Langerhans, donc on les met à l'insuline, mais on n'a pas du tout réglé le problème. Hein. Le problème, c'est l'auto-immunité. Il y a eu du feu qui a brûlé un organe. Alors, l'organe est brûlé, on fait une supplémentation avec l'insuline, d'accord, mais pourquoi il y a eu le feu? Et puis, ce feu, il va aller où? Hein, il va aller dans les tissus, il va aller dans le système vasculaire, et puis, c'est des patients qui n'iront pas bien. Et donc, le BNS est capital pour le suivi des diabétiques. Et d'autant plus dans les diabètes de type 2, parce qu'actuellement, les allopathes n'ont pas d'examen qui permettent de surveiller l'évolution des microangiopathies, alors que le BNS montre très bien l'évolution des microangiopathies et donne des solutions de prévention du développement de la microangiopathie. C'est-à-dire, on va empêcher que ces patients deviennent aveugles, on va empêcher que ces patients fassent des infarctus, etc. Et on va les protéger. Et en général, quand ils ont pigé le truc, ils sont accros à la méthode. À défaut d'être accro au chocolat. Voilà, on est accro à ce truc. Voilà, merci beaucoup. Voilà le BNS 24. Alors, ce BNS 24, il est intéressant. Donc, on voit les albumines alpha et bêta confortent les gamma. Vous voyez, toutes les albumines sont élevées. Et surtout, les globulines alpha qui ont une connotation vasculaire. Hein. Donc, vraiment, là, c'est quelqu'un qui, pour moi, a une évolution donc, de prédiabète avec déjà une souffrance vasculaire. Et puis, très intéressant aussi, il a un paramètre carbonicum qui est très élevé.
Et ça, c'est souvent chez les gens qui ont tendance à abuser un peu d'alcool. Et comme notre ami Martial est valaisan, je soupçonnerais le monsieur de se laisser aller aux délicieux produits du canton du Valais. Voilà, donc c'est à négocier avec lui, ça, évidemment. On peut passer à la suivante. Hop, pardon. Voilà, alors la suivante, le système vous choisit, donc c'est pour le BNS 24, il vous choisit les 3 paramètres les plus dédiés, carbonicum, sulfure et manganèse. C'est intéressant parce que quelque part, je me demande si ce n'est pas un patient qui a besoin de sulfure. Sulfure est un grand remède qui va relancer la détoxication hépatique. Et surtout, il va avoir un effet très intéressant, c'est qu'il va couper l'appétit. Tu vas lui passer, par exemple, une sulfure 10 000, s'il a les symptômes, bien sûr. Et puis pendant un mois, il n'aura plus faim, donc il va se trouver beaucoup mieux. Voilà. Okay. Noté. Il faut qu'il y ait les symptômes. Tu ne couperas pas à étudier la matière médicale. Alors, page suivante, s'il te plaît, Nicolas. Non, mais c'est fait. Non, la page suivante. Moi, je ne l'ai pas rafraîchi, alors attends. Alors, on est sur les correctifs psychologiques. Physiologiques, autant pour moi. Oh, il en faudrait aussi. Il faudrait les plantes. Alors, elles sont là, normalement, Jean-Yves, tu ne les vois pas? Non, je ne la vois pas. Non. Aline non plus? Moi non plus. Tu vas être obligé de réinitialiser. Je réinitialise. Allez, ça va me prendre quelques petites secondes. C'est parti, nous y revoilà. Je pense que ça doit être mieux. Très bien, c'est super. Merci. C'est super. Alors, donc, voilà. Alors, il y a des plantes magnifiques là. Alors, il y a des plantes extraordinaires. Alors, l'achilidoine, bien sûr, est une grande plante des voies biliaires. Scutellaria, c'est une grande plante de la dépression nerveuse. Ratania, c'est une énorme plante de la poussée hémorroïdaire. Onopordon, c'est une énorme plante des insuffisances cardiaques. Atia, on en a parlé aujourd'hui, c'est une plante des poussées d'arthrite, des sécheresses. Solanum, lycopersicum, c'est la tomate, c'est un grand antioxydant. Enfin, on a l'embarras du choix, vous voyez. Et Acer campestris, alors moi je choisirais par exemple Acer campestris, qui est une plante du diabète, qui est un très bon dépuratif, phlébotonique. Et je donnerais ça en sachant que plus la patiente est grosse, le patient ou la patiente est grosse, moins il va falloir lui donner de quantité de plantes, parce que plus la plante va tendre à la faire grossir. Donc là, on va se limiter par exemple à 25 gouttes d'Acer campestris 1DH par exemple, ou 3 gouttes de teinture mère d'Acer campestris, ça suffira largement. Et si on veut agir sur l'inflammation, on ajoutera une gélule de poudre de prêle, qui est une plante qui est très reminéralisante, qui est très décongestionnante, et ça aura un très bon effet. Mais là, à mon avis, il va falloir vraiment négocier le problème des antioxydants, les oméga 3, le chrome. Tout ça, c'est des corrections biologiques qui sont nécessaires. Et puis, il va falloir qu'il arrête de picoler et puis qu'il se mette au régime diabétique, qu'il prenne plus de régime diabétique. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Yves. Juste une dernière petite question. Je suis en gros plan. Voilà, une dernière petite question pour vous, Jean-Yves. Concernant les propositions de plantes, est-ce que vous avez comment dire ça, les mots m'échappent. Pardon. Est-ce que vous avez quelque chose à préconiser en termes de plantes, plutôt une forme en extrait de plantes standardisées, en homéo, en teinture mère, en huile essentielle? Alors l'huile essentielle, oui, essentialité plutôt. Mais est-ce qu'il y a une thérapeutique particulière que vous préconisez pour les plantes elles-mêmes? Alors, parce que j'ai eu la question. Voilà, j'ai eu la question, par exemple, du naturopathe qui me disait, oui, ok, alors là, j'ai le listing de plantes, mais est-ce que je peux les donner en tisane? Oui, on peut les donner en tisane. Alors, il faut savoir, le problème, c'est que d'abord, en principe, toutes les plantes qui sont proposées par les BNS ne sont pas des plantes toxiques. Donc, vous pouvez donner des quantités même relativement importantes, il n'y aura pas d'effet majeur, pathologique. Par contre, ce n'est pas parce que vous allez donner une plante en grande quantité que ça va marcher mieux. Ça va saturer très rapidement les récepteurs et vous aurez les effets
secondaires de cette plante. Donc moi, je suis pour un traitement à faible dose, en sachant que la plante, elle va agir bien, progressivement, et qu'au bout de 3 semaines, vous aurez déjà à peu près l'effet que va donner la plante. Même si l'effet n'est pas complet, vous verrez déjà si elle marche ou si elle ne marche pas. Donc personnellement, moi, je donne 3 à 5 gouttes de teinture mère ou une trentaine de gouttes de première décimale. Alors, il y a 4 ans, même il y a 5 ans, on avait toutes les plantes qu'on voulait. Et puis, Boiron a supprimé les 3 quarts de son catalogue, donc on n'a plus grand-chose. Et en particulier, on a beaucoup de mal à avoir des premières décimales. Hein. Donc, on est obligé de s'adresser soit en Belgique, chez notre ami Dubray, soit en Suisse, chez notre ami Yvan, soit chez d'autres fournisseurs français qui ont gardé des souches et qui font encore des bonnes préparations. Alors, j'ai sur mon site, vous allez sur le site de médecineintégrée.com, vous allez sur la boutique, si vous avez du mal à trouver une plante, vous allez sur la boutique et il y a un chapitre, il y a un petit volet qui s'appelle où et comment trouver les remèdes. Donc là, on vous donne un certain nombre d'adresses en fonction de ce que vous voulez, chez qui il faut le demander. Et puis même si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail. A priori, je connais à peu près toutes les filières et je vous donnerai les solutions. Voilà. Voilà. Ce n'est pas parce que vous en donnez beaucoup que ça va marcher mieux. Retenez ça. Simplement, ça va aller peut-être un petit peu plus vite avec le risque d'avoir des effets secondaires. Tout à fait. Les plantes ont des effets multiples. Donc, j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer aux patients à quoi ça sert. Le patient a tendance à dire cette plante c'est pour ça, cette plante c'est pour ça. Non, la plante elle a un effet global, elle va agir sur tous les symptômes. Il faut pas leur donner l'impression que c'est une plante un symptôme comme on a un remède allopathique pour tel ou tel symptôme. La plante elle contient des dizaines de composants qui vont agir à tout un tas de niveaux de régulation. Donc il faut savoir que c'est merveilleux et qu'il faut vraiment la choisir avec attention, prudence, et puis la tester, se donner 3-4 semaines. Moi, je dis toujours à mes patients, rappelez-moi dans 3-4 semaines, et puis vous me racontez l'évolution de vos symptômes. Et puis, si vraiment il ne se passe rien au bout de 3-4 semaines, vous avez le droit de changer de plante ou de rajouter autre chose. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Jean-Yves. Donc effectivement, il faut surtout pas qu'on réagisse sous terme de recette avec une plante qui vaudrait pour tous les cas, pour toutes les personnes. Donc l'intérêt du BNS et des conseils thérapeutiques qui sont donnés in fine, c'est effectivement d'aller à un conseil individualisé et adapté à la personne. Voilà. Exactement. D'ailleurs, je le dis à toutes mes patientes, je leur dis, moi je suis comme Lagerfeld, je ne fais que du sur-mesure. J'aime beaucoup cette image, ça me parle. Bon, Jean-Yves, je vous remercie beaucoup pour votre intervention ce soir. Je remercie aussi Nicolas pour son assistance technique et évidemment tous les participants de ce webinaire ce soir qui ont été très actifs au niveau des questions. Merci d'avoir partagé avec vous vos bilans. Il se fait déjà tard, on a tardé un petit peu ce soir. On espère vous donner un prochain rendez-vous. Donc, on a envie de rendre les choses de plus en plus interactives. Donc, on va se fixer des rendez-vous mensuellement comme ça. Et je reviendrai vers vous par mail personnellement pour vous proposer d'autres petites choses. Voilà, au gré de vos demandes aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur a.ziliox@mybiobox.com ou contact@mybiobox.com. Toutes les informations sont sur le site. Voilà, que dire de plus, Nicolas? Je te laisse la parole. J'ai pas grand chose à dire de plus. Merci à toi, Aline, pour l'animation de ce webinaire. C'était encore une fois parfait. Désolé, par contre, pour le son qui nous a fait défaut. On tâchera que ce soit beaucoup mieux, évidemment, pour la prochaine fois. On vous l'assurera. Donc, n'hésitez pas à revenir. On adaptera aussi le format. La grande partie de ce webinaire était plutôt démonstrative par rapport à des cas collectés par Dr Henry. On essaiera peut-être la prochaine fois de s'intéresser plus à vos cas. Je suis vraiment désolé, Ariane de Robien, vous nous avez envoyé un cas, on n'a pas le temps de le présenter. Ce n'est que partie remise. Et aussi, je me permets une dernière question. On s'interrogeait aussi sur l'horaire et le jour.
on a pris l'habitude de fixer les webinaires en fin de journée à 19h. Si certains d'entre vous pensent qu'il y a des créneaux horaires plus adaptés, n'hésitez pas à nous en faire part. Toujours à l'adresse mail contact@mybiobox.com. Voilà. Merci aussi bien sûr à Dr Henri. Merci On beaucoup. entend au loin, là-bas dans les cantons suisses. Et puis au plaisir de tous vous retrouver pour une prochaine session. Merci Bonne beaucoup. soirée. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir Au à revoir. tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, bonsoir Jean-Yves. Merci.